Le silence pèse lourd à Durango. Il colle à la peau. Il s'insinue dans les os. Un silence ancien, fait de pierre et d'oubli. Dans les replis de la Sierra Madre occidentale, où le soleil brûle et les nuits sont glaciales, il y a des histoires qui pourrissent sans que personne ne les écoute. Voici l'une de ces histoires. Il est né et a grandi dans une cabane rongée par le temps et les secrets. Un point perdu sur la carte. Un endroit qui n'existait pas pour le gouvernement, pour la police, pour le monde. Une famille y vivait. Une mère. 2 enfants. Et les enfants des enfants. Une phrase qui n'a pas de sens. Une phrase que l'esprit refuse de comprendre. Une histoire qui se cache derrière la honte, la peur et l'indifférence la plus totale. Bienvenue. Je m'appelle Matteo Del Valle. Et vous êtes sur Realidad Prohibida, la chaîne où nous racontons les histoires que personne d'autre n'ose raconter. Les réalités que le système préfère enterrer sous des couches de bureaucratie et d'oubli. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Mais ne le faites pas pour vous divertir. Faites-le pour être témoin. Faites-le pour prêter votre voix aux victimes qui ne peuvent plus crier. Faites-le pour que l'oubli ne l'emporte pas. Pour que l'indifférence n'ait pas le dernier mot. Votre abonnement est un acte de mémoire, un acte de justice. Maintenant, retournons dans la Sierra, à la cabane, au silence. L'histoire commence, comme tant d'autres, par un appel anonyme. C'était un mardi après-midi, un mardi gris et poussiéreux dans les bureaux du DIF, dans la capitale de Durango. Carmen Mendoza, une assistante sociale avec 20 ans d'ancienneté, s'apprêtait à rentrer chez elle. Le téléphone a sonné. C'était une voix brisée. Une voix de femme, peut-être, étouffée par les sanglots ou par la peur. Ces mots étaient à peine compréhensibles. Il y a des enfants, dans la montagne. Dans la cabane des Garcia. Ils ne sortent jamais. Puis, un murmure qui glaça le sang de Carmen. Les enfants ne sont pas normaux. Non. L'appel fut coupé. Carmen resta le combiné à la main. Le bourdonnement monotone de la ligne morte était le seul bruit dans le bureau vide. Elle avait entendu des centaines d'appels comme celui-ci. Des rumeurs, des vengeances entre voisins, des mensonges. Mais celui-ci était différent. Il avait une autre dimension. Une note de panique authentique qui lui transperça la poitrine. Elle reposa le combiné sur son socle. Elle regarda l'horloge. Il était tard. Sa famille l'attendait. Demain serait un autre jour, un autre dossier, une autre tragédie anonyme. Mais cette nuit-là, Carmen ne dormit pas. Les paroles de la femme résonnaient dans sa tête. Les enfants ne sont pas normaux. Qu'est-ce que cela signifiait? Un handicap? Une maladie? Ou autre chose? Le lendemain matin, la première chose qu'elle fit fut de chercher le dossier. Famille Garcia. Le dossier était mince, presque vide. Une seule feuille jaunie. Josefina Garcia, née en 1960. 2 enfants. Matteo et Marcos Garcia, nés en 1980 et 1982. Il n'y avait pas d'autres informations. Pas de dossier scolaire, pas d'antécédents médicaux, pas d'acte de naissance d'autres enfants. Officiellement, seuls 3 adultes vivaient dans cette cabane. Son chef, un homme aux épaules voûtées et au regard perpétuellement fatigué, jeta un coup d'œil au papier. Garcia? Dans la Sierra de San Dimas. C'est à 5 heures d'ici, Carmen. Nous n'avons pas les moyens de suivre une rumeur. La femme semblait terrifiée, insista Carmen. Elle semble toute terrifiée, répondit-il sans lever les yeux de ses papiers. Remplis le formulaire de rapport anonyme et classe-le. Si un autre appel arrive, alors on verra.
Le système n'était pas conçu pour rechercher. Il était conçu pour attendre, pour réagir. Et parfois, même pas pour cela. Carmen ressentit un pincement de frustration, le goût métallique de l'impuissance. Elle regarda le visage de son patron, un visage qui avait vu suffisamment de misère pour y devenir insensible. Elle retourna à son bureau. Le formulaire 2B. Rapport d'appel anonyme. Nom de l'informateur, anonyme. Nature du rapport. Possible négligence envers un enfant. Lieu, incertain. Cabane dans la montagne. Ce n'était rien. C'était un bout de papier destiné à se perdre dans une mer de dossiers. Mais Carmen ne pouvait pas le remplir. Il y avait quelque chose dans cet appel. Une urgence que la bureaucratie ne pouvait effacer. Pendant une semaine, elle essaya de l'oublier. Elle se plongea dans d'autres affaires, dans les abus habituels, dans la pauvreté habituelle, dans le désespoir habituel. Mais la cabane des Garcia était toujours là, dans un coin de son esprit. Une épine. Le vendredi après-midi, elle prit une décision. Elle n'en parle pas à son chef. Elle ne remplit aucune demande de véhicule officiel. Elle utiliserait sa propre voiture, son propre temps, son propre essence. Le samedi à l'aube, alors que la ville dormait encore, Carmen prit la route vers la montagne. L'asphalte fit place à la terre, puis à un chemin de pierre. Son téléphone portable a perdu le réseau après 1 heure de route. Elle était seule. Le paysage était d'une beauté brutale. Des montagnes qui déchiraient dans le ciel. Un silence qui bourdonnait dans ses oreilles. Mais sous cette beauté, Carmen sentait un courant de menaces. C'était une terre qui ne pardonnait pas les erreurs. Elle s'est renseignée dans un petit village, le dernier avant que la civilisation ne disparaisse complètement. 2 personnes âgées étaient assises sur une place poussiéreuse. La famille Garcia? Les hommes se regardèrent. Une communication silencieuse passa entre eux. « Ils vivent là-haut », dit l'un d'eux en pointant son menton vers les sommets. « Personne ne va là-bas. »« Pourquoi ?» demanda Carmen. Le vieil homme haussa les épaules. « Ce sont des gens bizarres. Ils l'ont toujours été. Ils ne dérangent personne. Personne ne se mêle de leurs affaires. » L'autre vieillard cracha par terre. « Mauvais sang, » murmura-t-il. Carmen sentit un frisson la parcourir, malgré la chaleur étouffante. Mauvais sang. Une expression d'autrefois, une condamnation. Elle continua à monter. La route était de plus en plus mauvaise. Les pneus de sa vieille Tsuru patinaient sur les cailloux. Le moteur grinçait. À chaque virage, elle pensait faire demi-tour, revenir à la sécurité de sa vie, à ses dossiers bien rangés, à son indifférence confortable. Mais la voix de la femme la poussait à continuer. Les enfants ne sont pas normaux. Après presque 5 heures de route, elle l'aperçut. Au bout d'un sentier à peine visible, entouré de pins tordus par le vent. Ce n'était pas une maison. C'était une blessure dans le paysage. Une cabane en bois sombre, presque noire. Le toit en tôle était rouillé. Les fenêtres étaient 2 trous vides, sans vitres, comme les yeux d'un crâne. Il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait aucune trace de vie. Seule une fine fumée sale s'échappait d'une cheminée improvisée. Carmen arrêta la voiture à une centaine de mètres. Le moteur s'éteignit dans un soupir. Et alors, le silence la frappa. Un silence total, absolu. Pas même le chant d'un oiseau, pas même le bourdonnement d'un insecte, rien. C'était le silence de la peur. Elle sentit ses mains trembler sur le volant. Son cœur battait fort dans sa gorge. Que faisait-elle là? C'était de la folie. Elle devait faire demi-tour,
tout de suite. Mais alors, quelque chose bougea. À l'une des fenêtres sombres, une ombre, un petit visage pâle qui l'observait. Puis, il disparut. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Carmen prit une profonde inspiration. L'air était rare et froid. Elle ouvrit la portière de la voiture. Le bruit métallique résonna comme une explosion dans le silence. Chaque pas vers la cabane était un effort. Le sol était recouvert d'aiguilles et de pins sèches qui craquaient sous ses pieds. L'odeur était celle de l'humidité, du bois brûlé et de quelque chose d'autre, quelque chose d'amer, désagréable, l'odeur de l'abandon. Elle s'arrêta devant la porte. Ce n'était pas une porte, mais un ensemble de planches mal assemblées. Il n'y avait pas de sonnette, pas de heurtoir. Elle leva la main pour frapper. Elle hésita. Elle pouvait partir. Personne ne saurait qu'elle était venue. Elle pouvait retourner à son bureau et remplir ce stupide formulaire 2B. Elle pouvait classer l'affaire, l'enterrer. Mais l'image du visage pâle à la fenêtre ne la laissait pas tranquille. Elle frappa le bois. Le son était creux, mort. Elle attendit. Rien. Elle frappa à nouveau, plus fort. « Diff ! Services sociaux ? Il y a quelqu'un ?» Silence. Elle était sur le point d'abandonner lorsqu'elle entendit un bruit à l'intérieur. Un traînement de pieds, le grincement d'un verrou qui coulissait. La porte s'ouvrit de quelques centimètres. Une fente d'obscurité, et dans cette fente, un œil l'observait. Un œil injecté de sang. Un œil rempli d'une méfiance aussi profonde que la Sierra elle-même. « Que voulez-vous » dit une voix d'homme, râpeuse, enrouée par le manque d'usage. « Je suis Carmen Mendoza du DIF », répéta-t-elle en essayant de rendre sa voix ferme. « Nous avons reçu un signalement concernant les enfants qui vivent ici. » La porte se referma brusquement. « Il n'y a pas d'enfants ici. » Carmen poussa la porte avec sa main, l'empêchant de se refermer complètement. Un geste impulsif, dangereux. « S'il vous plaît, je veux juste m'assurer que tout le monde va bien. C'est mon travail. » Il y eut un long silence. Elle pouvait sentir la pression contre sa main, la force de l'homme de l'autre côté. Finalement, la pression céda. La porte s'ouvrit lentement, et la lumière du jour pénétra dans la cabane. Révélant l'horreur, la première chose qui la frappa fut l'odeur. Une odeur épaisse, douceâtre et nauséabonde. Un mélange de saleté, de maladie et d'autres choses. Quelque chose d'ancien. L'odeur de la chair qui a vécu trop longtemps dans l'obscurité. Elle a failli vomir. La lumière qui entrait par la porte ouverte était un coin de clarté dans une pénombre presque totale. Ses yeux ont mis du temps à s'adapter. Peu à peu, des formes émergèrent de l'obscurité. L'intérieur était une pièce unique, grande, caverneuse. Le sol était en terre battue. Les murs, en bois nu, étaient tachés de suie et de saleté accumulées au fil des ans. Au centre, un feu de fortune brûlait sur le sol, entouré de pierres. La fumée s'échappait par un trou dans le plafond. Il n'y avait pas de meubles, seulement des tas de chiffons et de peaux d'animaux. Un homme se tenait près de la porte, celui qui l'avait ouverte. Il était grand et mince, avec de longs cheveux emmêlés. Ses yeux la suivaient dans la pénombre. Dans un coin, une autre silhouette masculine. Assis par terre, il serrait ses genoux dans ses bras. Il ne bougeait pas. Et dans le plus grand tas de peaux, adossé au mur du fond, se trouvait la femme. Elle était vieille, mais il était impossible de deviner son âge. Son visage était une carte de rides profonde, ses cheveux une tangle grise.
Elle portait une robe faite de haillons cousus. Mais ses yeux étaient jeunes et brillants et complètement vides d'émotion. C'était Josefina Garcia, la matriarche, la reine de ce royaume de misère. Carmen sentit l'air devenir dense, irrespirable. Elle ressentit un froid qui ne venait pas de la température, mais des murs, du sol, des regards. Elle voulait s'enfuir, retourner au soleil, à l'air pur, au monde qu'elle comprenait. Mais alors, elle les vit. Au début, elle crut que c'étaient des tas de vêtements. Ils étaient par terre, près de la femme, petits, immobiles. Il y en avait 2, non, 3, peut-être 4. C'étaient de petits corps recroquevillés dans la pénombre, pâles, avec des membres maigres et des têtes trop grosses. Les enfants. Carmen fit un pas en avant, son instinct de travailleuse sociale prenant le dessus sur sa terreur à un moment donné. « Bonjour », dit-elle à voix basse. Sa voix semblait étrange, absorbée par le bois pourri et la terre. Personne ne répondit. Les petits corps ne bougèrent pas. Elle s'approcha davantage. L'odeur était désormais insupportable. Et elle vit leurs visages. C'étaient des visages humains, mais déformés, inachevés, comme des sculptures qu'un dieu fou aurait abandonnées à mi-chemin. Des yeux très écartés, des mâchoires enfoncées, une peau translucide laissant deviner des veines bleues. Ce n'étaient pas des enfants. Cela ne pouvait pas être des enfants. L'un d'eux tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux étaient minces et grands, larmoyants, et semblaient ne rien fixer. Un filet de salive pendait de sa lèvre inférieure. Il ouvrit la bouche et émit un son, un gémissement grave et guttural. Le cri d'un animal pris au piège. Carmen recula d'un bond. Son cœur martelait contre ses côtes. L'horreur était physique, une nausée qui lui montait à la gorge. Sa formation, ses protocoles, ses 20 ans d'expérience, tout s'évanouit. Elle n'était qu'un témoin, rien de plus. Le témoin de quelque chose qui ne devrait pas exister. Ce sont mes petits-enfants. La voix venait de la femme allongée sur le lit de fourrure, Josefina. Sa voix était étonnamment claire, monotone, sans inflexion, comme si elle commentait la météo. Mes petits-enfants et mes enfants. Carmen resta paralysée. Les mots ne collaient pas. Ils n'avaient aucun sens. Elle regarda la vieille femme cherchant un signe de folie, de démence. Mais elle ne trouva qu'un calme terrifiant. L'homme à la porte, celui qui semblait être le plus âgé, fit un pas vers elle. « Que voulez-vous ici ?» C'était le même homme, la même voix rauque. À présent, à la lueur du feu, elle pouvait voir son visage. Il avait les mêmes yeux que la mère, brillants et morts. « Je suis du DIF, balbutia Carmen. J'ai reçu un appel. » Au sujet des enfants. Josefina eut un rire sec, un son semblable à celui de feuilles mortes emportées par le vent. « Ce ne sont pas des enfants, » répéta-t-elle. Elle désigna l'homme à la porte d'un doigt osseux. « Voici Matteo, mon fils aîné. » Elle désigna ensuite l'un des petits êtres allongés sur le sol. Celui qui semblait avoir peut-être 10 ans, mais avec le corps d'un enfant de 5 ans et le visage d'un vieillard. Et voici Angel, le fils de Matteo. Une pause. Un silence qui s'étira comme du chewing-gum. Puis, la phrase finale, prononcée avec la même indifférence effrayante. « C'est aussi mon fils. » Le monde de Carmen bascula sur son axe. Les murs de la cabane semblèrent onduler. La fumée du feu tourbillonna, créant des fantômes. La phrase rebondissait dans son crâne, cherchant un endroit où se poser. Fils de Matteo, fils de Josefina, petit-fils et fils, à la fois. Elle regarda Matteo,
puis celui qu'on appelait Angel, puis la femme. Et la généalogie de l'enfer se dessina dans son esprit avec une clarté effrayante. Nausée. Une vague de bile lui brûla la gorge. Elle porta une main à sa bouche. Mais Josefina n'avait pas fini. Son doigt bougea, pointant l'autre homme, celui qui restait immobile dans le coin. Lui, c'est Marcos, mon autre enfant. Son doigt se déplaça vers une autre des petites créatures. Une fille, peut-être, avec des cheveux clairsemés et des yeux vides. Voici Luz, la fille de Marcos. Et à nouveau, la même pose, le même coup de grâce. C'est aussi ma fille. Carmen sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, haletant à la recherche d'air qui ne soit pas contaminé par la vérité. Inceste. Ce mot n'était pas assez fort. C'était autre chose. Une dynastie de perversion. Une usine à monstres cachée au cœur de la Sierra. Des générations d'ADN se tordant sur elles-mêmes dans l'obscurité. Elle regarda les autres corps gisant sur le sol. Il y en avait 2 autres, encore plus petits, encore plus difformes. Et eux, murmura-t-elle, même si elle ne voulait pas connaître la réponse. Eux aussi, dit Josefina d'un vague geste de la main, comme pour chasser une mouche. De Matteo, de Marcos, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Cette phrase la frappa plus fort que tout le reste. L'indifférence, l'oubli fortuit d'une horreur qu'elle avait elle-même créée. Carmen n'était plus une assistante sociale. Elle était une archéologue qui venait d'ouvrir une tombe interdite, et l'air à l'intérieur l'empoisonnait. Son regard croisa celui de Matteo. Il n'y avait ni honte dans ses yeux, ni culpabilité, seulement une possessivité animale, un avertissement. C'était sa famille, son monde, et elle était une intruse. « Partez », dit Matteo. Sa voix était basse, mais elle résonnait comme une pierre sur le point de tomber. Carmen ne bougea pas. Elle était prise entre son instinct, qui lui disait de fuir, et son devoir, qui lui criait qu'elle ne pouvait pas abandonner ces créatures-là. Des créatures? Ou étaient-elles des personnes? Étaient-elles des victimes? Ou étaient-elles simplement le résultat? Elle observa Luz, la fille petite fille. La fillette avait les jambes pliées selon un angle impossible. Elle n'avait jamais marché. Elle ne marcherait jamais. Elle avait passé toute son existence sur ce sol sale, à quelques mètres du feu et de la femme qui était à la fois sa mère et sa grand-mère. L'horreur fit place à une vague de pitié si immense qu'elle en était physiquement douloureuse. Une compassion pour des êtres qui ne savaient même pas ce qu'ils avaient en perdu. Qui ne connaissait ni le soleil, ni l'herbe, ni une caresse qui ne soit une forme d'abus. « Vous devez venir avec moi », dit Carmen, sa voix retrouvant un peu de force. « Vous avez besoin d'aide, de médecins, d'un hôpital. » Matteo éclata d'un rire amer et brisé. « Personne ne nous aide, dit-il. Le monde extérieur nous a jetés ici pour mourir. Et nous restons ici. » Il pointa Carmen du doigt. « Vous nous avez oubliés? Maintenant, laissez-nous tranquilles. » « Nous ne vous avons pas oubliés, » mentit Carmen. Mais la vérité se trouvait dans le dossier vide sur son bureau. Dans l'indifférence de son patron. Dans les 5 heures de trajet qui la séparaient de toute forme d'aide. Il les avait bel et bien oubliés. Le système les avait rayés de la carte bien avant leur naissance. Soudain, l'être appelé Angel rampait vers elle sur le sol. Il se déplaçait comme un insecte, utilisant ses bras pour se propulser. Il s'arrêta à ses pieds. Il leva la tête. Ses yeux larmoyants la regardèrent. Et pendant un instant, un éclair fugace, Carmen vit quelque chose au-delà du vide. Une étincelle d'intelligence.
de curiosité, de douleur. C'était une âme humaine piégée dans une cage de chair déchirée. Et cette reconnaissance était la chose la plus terrifiante de toutes. Carmen recula, trébuchant sur ses propres pieds. Elle sortit de la cabane en titubant vers la lumière du soleil. Elle tomba à genoux sur le sol poussiéreux. Et elle vomit. Elle vomit son petit déjeuner. Elle vomit sa frustration. Elle vomit l'horreur. Elle resta là, tremblante sous le soleil des montagnes, tandis que le bruit d'un verrou se refermait derrière elle. La tombe s'était refermée. Mais maintenant, elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Le voyage de retour fut un flou. Carmen ne se souvenait pas avoir conduit. Son esprit était dans la cabane, sur les visages, sur les sons, sur l'odeur. Elle arriva chez elle à Durango tard dans la nuit. Son mari l'attendait, inquiet. Il ne posa aucune question en voyant son visage. Il la serra simplement dans ses bras. Elle ne pleura pas. Elle était au-delà des larmes. Elle s'assit dans la cuisine. Le silence de sa propre maison lui semblait moqueur. Une maison propre, sûre, normale. La normalité lui semblait être un luxe obscène. Le lendemain, elle retourna au bureau. Le monde continuait de tourner. Les téléphones sonnaient. Les gens se plaignaient. La paperasse s'accumulait. Personne ne savait qu'elle avait vécu l'enfer et qu'elle en était revenue. Elle se rendit directement dans le bureau de son patron. Elle n'attendit pas qu'il l'invite à entrer. « J'ai retrouvé la famille Garcia. » Sa voix était monocorde, sans émotion. Le patron leva les yeux de ses papiers. Il vit quelque chose sur le visage de Carmen qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Eh bien, dit-il prudemment, il y a des enfants. 4. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Comment décrire l'indescriptible? Ils vont mal. Très mal. Ils doivent être évacués. Maintenant. Le chef se cala dans son fauteuil. Il soupira. Le soupir du bureaucrate. Carmen, vous savez comment ça marche? J'ai besoin d'un rapport, de photos, de preuves. Je ne peux pas mobiliser une équipe médicale et la police sur la base de ta seule parole. Nous n'avons pas le temps pour les rapports, dit-elle, la voix tremblante pour la première fois. Ces enfants sont en train de mourir. Et la cause, c'est... Elle ne parvint pas à le dire. Le mot resta coincé dans sa gorge, sale et lourd. Son chef la regarda fixement. La cause est quoi, Carmen? La mère. Josefina. Les enfants sont ses propres enfants. Le silence s'abattit sur le petit bureau. Un silence dense, épais. Le patron de Carmen cligna des yeux. Une fois, 2 fois, comme s'il essayait de comprendre une langue étrangère. Tu veux dire inceste? Je veux dire quelque chose de pire. Un système. Des générations. L'homme passa une main sur son visage. Soudain, il semblait beaucoup plus vieux. « Mon Dieu », murmura-t-il. Puis, le bureaucrate refit surface. « J'ai besoin du rapport, Carmen. Remplissez-le, avec tous les détails, sans rien omettre. Il servira de base à l'ordonnance judiciaire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. » Le système. Même face à l'horreur la plus absolue, le système exigeait ses formulaires, son encre, ses tampons. Carmen retourna à son bureau. Elle sortit une feuille blanche. Mais par où commencer? On ne peut pas mettre la fin du monde dans un formulaire. Au lieu d'écrire, elle se mit à faire des recherches. Elle se plongea dans les archives numériques, dans les vieux registres poussiéreux. Elle chercha le nom de Josefina Garcia. Et peu à peu, la préhistoire commença à émerger.
Elle n'a pas commencé dans la cabane. Elle a commencé dans la ville. Josefina Garcia n'est pas née dans les montagnes. Elle est née dans la ville même de Durango. Dans un quartier pauvre, mais pas misérable. Sa famille était normale. Un père ouvrier, une mère au foyer, 3 sœurs. Elle était jolie. Les archives contenaient une photo d'elle adolescente. Une photo en noir et blanc tirée d'un annuaire scolaire. Une jeune fille aux cheveux foncés et aux grands yeux rêveurs. Un sourire timide. Aucune trace du monstre sur ce visage. Le premier tournant s'est produit lorsqu'elle avait 16 ans. Elle est tombée amoureuse d'un homme plus âgé. Un homme marié. Un homme riche et puissant. Son nom n'apparaissait pas dans les archives officielles, mais les rumeurs de l'époque le désignaient. Un homme politique local. Elle est tombée enceinte. Son monde s'est effondré. Sa famille, profondément catholique, l'a renié. Son père l'a chassée de la maison en criant « Salope! Tu as déshonoré notre nom !» Sa mère pleurait en silence, incapable de s'opposer à son mari. L'homme puissant l'a abandonnée. Il lui a donné un peu d'argent et une menace. « Si tu dis mon nom, tu le regretteras. » Seule, enceinte, méprisée. Josefina a disparu de la vie de la ville. La trace suivante date de 4 ans plus tard. Un acte de naissance. Mateo Garcia. Père, inconnu. 2 ans plus tard, un autre acte. Marcos Garcia. Père, inconnu. Elle vivait dans la banlieue, dans une cabane. Survivant grâce à la charité et à des petits boulots, lavant des vêtements, nettoyant des maisons. Les gens du quartier la méprisaient. La mère célibataire, la pécheresse. Les enfants dans la rue jetèrent des pierres sur ses fils. Mateo et Marcos. 2 enfants qui ont grandi avec cette stigmatisation sur le front. 2 enfants qui ont appris à détester le monde avant d'apprendre à lire. Leur seule défense, leur seul refuge, c'était leur mère, Josefina. Elle est devenue leur univers, leur loi, leur Dieu. Elle leur a appris à se méfier de tout le monde. Le monde extérieur est mauvais, leur disait-elle. Nous n'avons que nous-mêmes. Elle a créé une forteresse de ressentiment autour de sa petite famille de 3 personnes. La société les avait rejetés. Alors, ils rejetteraient la société. Le point de non-retour a été atteint lorsque Mateo avait 10 ans. Un groupe d'enfants plus âgés l'a acculé. Ils l'ont frappé. « Bâtard !» lui criait-il. « Fils de pute !» Mateo est rentré à la maison en sang, avec un œil au beurre noir et le cœur brisé. Ce soir-là, Josefina a pris une décision. Elle a mis ses maigres affaires dans des sacs en tissu. Elle a pris ses 2 enfants par la main et elle s'est mise en route vers la montagne. Ce n'était pas une fuite, c'était un exil volontaire. Ils ont trouvé une cabane abandonnée qui avait appartenu à son grand-père. Un endroit oublié de Dieu et des hommes. Là-bas, le monde avait cessé d'exister. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas de voisins. Il n'y avait pas d'insultes. Il n'y avait que 3. Et le silence. Les premières années ont été consacrées à la survie. Ils ont appris à chasser, à récolter, à supporter le froid et la faim. Ils sont devenus sauvages, forts, isolés. Josefina était leur seule enseignante. Mais elle ne leur a pas appris à lire ni à écrire. Elle leur a enseigné sa propre Bible, la Bible de la rancœur. Le monde les avait abandonnés. Dieu les avait abandonnés. Seule existait la famille, le sang, le clan. Lorsque Mateo et Marcos sont devenus des hommes, il n'y avait pas d'autres femmes. Il n'y avait pas d'autre monde. Il n'y avait que leur mère, la créatrice, celle qui leur avait donné la vie et les avait sauvés d'un monde cruel. Quand avaient-ils franchi la ligne? Était-ce une nuit froide et solitaire? Était-ce un ordre direct de Joséphine?
Ou était-ce l'évolution naturelle d'un univers de 3 personnes, où les règles de l'humanité ne s'appliquaient plus? Carmen ne le saurait jamais. Elle ne pouvait que l'imaginer. La première fois, la confusion des enfants, l'acceptation, et puis la routine, la normalité de l'horreur, et puis de nouveaux enfants sont nés. Les enfants petits-enfants. Angel, le premier. Sa naissance était une preuve, une confirmation, la preuve que leur petit univers était autosuffisant. Ils pouvaient créer la vie, leur propre vie, une vie qui ne devait rien au monde extérieur. Mais la nature a ses propres règles, des règles que même la haine la plus profonde ne peut enfreindre. L'ADN, en se tordant sur lui-même, se mit à crier. Chaque nouvel enfant était une version plus brisée que le précédent, des corps fragiles, des esprits prisonniers, le code génétique s'effilochant à chaque génération incestueuse. Josefina ne voyait pas cela comme une malédiction. Elle voyait cela comme une marque. Ils étaient différents. Ils étaient spéciaux. Ils étaient à elle. Indéniablement Garcia, marqué par le sang, son sang. Le monde extérieur créait des gens normaux, des gens cruels, des gens qui les avaient méprisés. Elle créait quelque chose de nouveau, à la fois victime et monstre. Carmen ferma les yeux. Elle pouvait la voir. La jeune fille sur la photo de l'album de fin d'année. La fille au sourire timide. Que lui était-il arrivé? Était-elle morte le jour où elle avait été chassée de chez elle? Ou était-elle toujours là, ensevelie sous 40 ans de haine et de silence? Elle regarda la feuille blanche sur son bureau. Elle savait maintenant par où commencer. L'histoire ne commençait pas par ses 20 kilos prohibido. Elle débutait avec une jeune de 16 ans, enceinte et isolée. Elle débutait par une porte qui se refermait, par une famille qui s'éloignait, par une société qui la jugeait et la condamnait. La cabane en montagne n'était pas la source du mal. Elle en était la conséquence. C'était la décharge où une société normale jetait ses déchets humains et attendait qu'ils pourrissent dans l'oubli. Et ils ont pourri. Ils ont vraiment pourri. Carmen a écrit toute la nuit. Chaque mot était une brique. Elle construisait un dossier, mais aussi un monument à la misère. Elle n'a rien omis. L'odeur, les sons. La généalogie de l'enfer. La préhistoire de Josefina. Le rejet. L'exil. Le rapport faisait 20 pages. C'était une bombe. À 8 heures du matin, le lundi, elle le déposa sur le bureau de son patron. Il le lut en silence. Son visage se transforma. Le masque du bureaucrate se fissura. Carmen vit apparaître l'homme qui, autrefois, était peut-être devenu travailleur social pour aider les gens. Lorsqu'il eut terminé, il resta à regarder le papier. « Bon sang, Carmen », fut tout ce qu'il put dire. Puis, le système reprit le dessus. « Bien. Nous pouvons commencer avec ça, » dit-il, sa voix retrouvant son ton officiel. « Je vais l'envoyer au service juridique. Ils demanderont une ordonnance au juge de garde. Nous aurons besoin d'une opération conjointe. Police d'État, services médicaux, équipe d'intervention du DIF, c'est important. » Carmen ressentit une bouffée d'espoir. Enfin. Du mouvement. L'espoir dura exactement 24 heures. Le lendemain, le chef l'appela dans son bureau. La bombe de 20 pages était sur son bureau. À côté, un petit mémo d'une seule page. « Le service juridique a des problèmes », dit-il sans la regarder dans les yeux. « Quel problème ? » L'emplacement. C'est un territoire ambigu. Légalement, on ne sait pas clairement s'il appartient à la municipalité de San Dimas ou à celle de Pueblo Nuevo. La police d'une municipalité ne peut pas intervenir dans l'autre sans un accord de collaboration qui n'existe pas.
Carmen le regarda, incrédule. « Vous êtes en train de me dire que pendant que deux mères décident à qui appartient ce terrain, ces enfants continuent de pourrir dans cette cabane ?» Je dis qu'il y a une procédure, Carmen. La procédure? Le mot magique qui justifiait toute inaction. 3 jours passèrent. 3 jours de coups de téléphone, de réunions, d'emails. Carmen avait l'impression de crier dans une boîte en verre. Les gens la voyaient, acquiesçaient, mais personne ne l'écoutait. Le vendredi, enfin, une solution fut trouvée. L'affaire a été transmise au procureur général de l'État. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement d'une question de bien-être de l'enfant. Il s'agissait d'une affaire de crime grave potentiel. Le dossier est passé d'une pile de papier à une autre, d'un bâtiment à un autre. Carmen a été convoquée par un procureur adjoint. Un jeune homme, vêtu d'un costume coûteux et arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle lui a raconté l'histoire une nouvelle fois. Sa voix déjà fatiguée tremblait d'urgence. Le procureur écoutait en acquiesçant. Il prenait des notes. Lorsqu'elle a eu terminé, il s'est calé dans son fauteuil en cuir. « Intéressant, Madame Mendoza. Très complexe. Mais nous avons ici un problème de compétence procédurale. Encore une fois, le jargon, le labyrinthe. Les crimes présumés, l'inceste, le viol. Il n'y a pas de plainte officielle. La victime, en l'occurrence Josefina, n'a pas porté plainte contre ses enfants. Et les enfants ne l'ont pas dénoncé. Sans partie plaignante, notre dossier est faible. « Les victimes, ce sont les enfants !» s'écria Carmen. « Ceux qui sont difformes, qui sont en train de mourir. Ce sont eux qui portent plainte. » Le procureur sourit, un sourire condescendant. « Légalement, Madame Mendoza, ils sont la preuve du crime, pas les victimes elles-mêmes, jusqu'à ce qu'un juge en décide autrement. Et pour qu'un juge en décide autrement, nous avons besoin d'une accusation solide. » Carmen sentit un froid glacial l'envahir. Le système ne voyait pas les âmes. Il voyait des catégories juridiques. Elle se leva, tremblant de rage. « Alors, qu'allez-vous faire ?» « Nous ouvrirons un dossier d'enquête, » dit-il, comme s'il lui rendait un grand service. « Nous commencerons les investigations préliminaires. » Le dossier. L'horreur classée, archivée. Carmen quitta le bureau du procureur. Le soleil de l'après-midi lui sembla obscène dans sa chaleur. Le monde continuait comme si de rien n'était. Les gens riaient dans les cafés. Les voitures klaxonnaient. Et à 5 heures de là, dans une cabane sombre, l'enfer poursuivait son quotidien. 1 semaine passa, puis 2. Le dossier d'enquête était en cours. Carmen appelait tous les jours. La secrétaire du procureur reconnaissait désormais sa voix. « Il n'y a rien de nouveau, Madame Mendoza. Nous vous appellerons. » Il n'appelait jamais. Désespérée, elle décida de divulguer l'histoire. Elle contacta un journaliste local qu'elle connaissait. Un homme âgé, cynique, mais au fond honnête. Ils se rencontrèrent dans un café anonyme. Carmen lui remit une copie du rapport. « Publiez cela, » le supplia-t-elle. « Faites en sorte qu'il soit impossible de l'ignorer. » Le journaliste lut les premières pages. Son visage pâlit. « C'est explosif, » murmura-t-il. « Mais les noms, les détails. Il pourrait me poursuivre en justice. Il pourrait poursuivre le journal. Protégez vos sources. Changez les noms si nécessaire. Mais racontez l'histoire. » L'homme hésita. « Je vais y réfléchir. » Il ne publia jamais l'article.
Le risque était trop élevé. L'histoire était trop monstrueuse pour être crue, ou trop dangereuse pour être racontée. L'échec était total. Carmen avait l'impression de frapper un mur de matelas. Ses coups étaient absorbés. Il ne laissait aucune trace. Puis, elle reçut un appel, du bureau du procureur. Une nouvelle procureure avait été assignée à l'affaire. Une femme. Elle s'appelait Isabelle Romero. Elle voulait la voir. Une lueur d'espoir à nouveau. Têtue, stupide. Le bureau de la procureure Romero était différent, plus petit, en désordre, plein de dossiers. La femme avait le regard fatigué de ceux qui ont trop vu, mais qui n'ont pas encore abandonné. « J'ai lu votre rapport, Madame Mendoza », a déclaré Romero. « C'est la chose la plus horrible que j'ai vue en 15 ans de carrière. » Carmen attendit le « mais ». « Mais c'est un désastre juridictionnel », poursuivit Romero. La police ne veut pas intervenir. Le DIF n'a pas le pouvoir de procéder à un retrait forcé. Et un juge ne signera pas de mandat de perquisition pour un contrôle de bien-être. Alors, que faisons-nous ? Demanda Carmen, épuisée. Nous en faisons quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer, répondit le procureur. Sa voix était dure. Pragmatique. Arrêtons de parler de bien-être des enfants. Arrêtons de parler d'inceste. Ce sont des mots doux, abstraits. Romero se pencha sur son bureau. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Carmen. Appelons cela par son nom. Privation illégale de liberté. Enlèvement. Ces enfants sont kidnappés. Par leurs propres parents. Par leur propre grand-mère. Cela nous donne le droit d'intervenir. Avec force. C'était une astuce juridique. Une interprétation de la loi pour la forcer à faire ce qui était juste. Carmen ressentit une vague d'admiration pour cette femme. « Ça va marcher ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Mais c'est notre seule chance. » 10 jours supplémentaires s'écoulèrent. Des jours de tension, de silence. Carmen avait l'impression que le temps s'étirait. Chaque heure était une torture. Elle pensait aux enfants. Était-il encore en vie ? Un autre était-il en train de naître ? Finalement, l'appel arriva. C'était la procureure Romero. « Nous avons l'ordre. L'opération aura lieu demain, à l'aube. » La veille de l'opération, Carmen ne dormit pas. Elle imaginait la scène. La police enfonçant la porte. Le sauvetage. Les enfants voyant la lumière du soleil pour la première fois. Mais elle ressentait aussi une boule de peur. Matteo et Marcos, les enfants pères. Ils étaient sauvages. Comment réagiraient-ils ? Se battraient-ils ? Feraient-ils du mal aux enfants ? À eux-mêmes ? À l'aube, un convoi composé de 3 camionnettes de la police d'État et d'une ambulance a quitté Durango. Carmen se trouvait dans l'un des véhicules de police. La procureure Romero dans un autre. Le trajet a été tendu, silencieux. Les policiers, des hommes endurcis habitués à la violence, avaient lu un résumé de l'affaire. Leurs visages étaient des masques de pierre. Ils arrivèrent au bout de la route. Ils laissèrent les véhicules. Ils marchèrent en silence sur le sentier. La cabane était là. Comme la dernière fois, une blessure noire dans le paysage. Une fine fumée s'échappait de la cheminée. L'officier commandant donna les ordres à voix basse. Une équipe par l'arrière, une autre par l'avant. Carmen et la procureure Romero restèrent en arrière, escortés par 2 officiers. Le cœur de Carmen battait si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. « Police, ouvrez la porte. Nous avons un mandat. » Le cri du commandant rompit le silence de la montagne. Silence. « Ouvrez ou nous enfonçons la porte. » Silence. Le commandant fit signe.
Un policier corpulent armé d'un bélier frappa à la porte. Une fois, 2 fois. À la 3e, le bois pourri céda dans un grand fracas. Les agents pénétrèrent dans l'obscurité. Des cris se firent entendre. Pas ceux des policiers. Des cris aigus, bestiaux, puis un coup de feu, un seul. Et ensuite, un silence pire que le précédent. Carmen resta paralysée. Le bruit du coup de feu résonna entre les montagnes, puis s'éteignit. « Que s'est-il passé » murmura-t-elle. Mais personne ne répondit. Un officier sortit de la cabane, le visage pâle. Il fit signe à la procureure Romero. « Venez, madame l'avocate. Vous devez voir ça. » Carmen le suivit en trébuchant. Elle entra dans la cabane. La scène était un tableau infernal éclairé par les lampes torches des policiers. Les enfants étaient recroquevillés dans un coin, gémissant. Josefina était assise sur son lit de peau, impassible. Elle regardait tout cela comme s'il s'agissait d'un spectacle qui ne la concernait pas. Sur le sol, près de la porte cassée, gisait Matteo. Une seule balle dans la poitrine. À ses côtés, Marcos tenait un vieux fusil de chasse. Il tremblait. Ses yeux étaient sauvages et remplis de panique. Il avait tiré sur son propre frère. Peut-être par accident. Peut-être par peur. Peut-être parce que, dans le chaos, le seul instinct qui lui restait était celui de la violence. Le système était enfin arrivé. Et sa première action fut de laisser un cadavre sur le sol, en terre battue. Le chaos se transforma en procédure. Les policiers menottèrent Marcos. Il ne résista pas. Il laissa tomber le fusil. Il resta là à regarder le corps de son frère, son complice, son rival. Son visage ne reflétait aucune douleur, seulement une immense confusion vide, comme un animal qui ne comprend pas le piège dans lequel il est tombé. Les ambulanciers sont entrés. Leur professionnalisme s'est effondré à la vue des enfants. Ils ont échangé des regards horrifiés. Mais ils ont fait leur travail. Ils ont enveloppé les petits corps dans des couvertures thermiques. Un par un, ils les ont sortis de l'obscurité, vers la lumière. C'était la première fois qu'ils sentaient le soleil sur leur peau. Ils clignaient des yeux. Ils gémissaient. Ils se recroquevillaient. Le monde extérieur était une agression. Trop lumineux, trop bruyant, trop grand. Carmen observa Angel, le premier qu'elle avait vu. Celui qui avait une étincelle d'intelligence dans les yeux. Un ambulancier tente de lui mettre un masque à oxygène. Il se débattit avec le peu de force qui lui restait. La peur de l'inconnu était plus forte que tout instinct de survie. Enfin, ils sortirent Josefina. 2 officiers la soulevèrent de son lit de fourrure. Elle était légère comme un oiseau. Elle n'opposa aucune résistance. En sortant à la lumière du jour, elle s'arrêta. Elle regarda le ciel, les montagnes, les pins, comme si elle les voyait pour la première fois depuis 40 ans. Son visage ne trahissait aucune émotion, ni regret, ni tristesse. Seulement une curiosité froide, distante. Son regard se posa sur Carmen. Elle la reconnut. « Je te l'avais dit », dit Josefina. Sa voix, claire et ferme dans l'air de la montagne. « Je t'avais dit de nous laisser tranquilles. » Puis elle sourit. Un sourire qui n'en était pas un. Une contraction des lèvres qui révéla des gencives dénudées. Ce fut le geste le plus terrifiant que Carmen ait jamais vu. La caravane du système descendit de la montagne, laissant derrière elle une cabane vide, une tache de sang sur le sol, et 40 ans de silence brisé. L'après fut un désastre d'un autre genre, un désastre bureaucratique. Les enfants furent emmenés dans un hôpital pédiatrique à Durango. Les meilleurs médecins de l'État les examinèrent. Le diagnostic fut un catalogue d'horreurs génétiques. Malformations osseuses, déficience cardiaque, atrophie musculaire,
Lésion neurologique irréversible. Il n'y avait pas de remède. Il n'y avait pas de traitement. Seulement des soins palliatifs. Ils ont été séparés dans différentes vastes chambres, pour la première fois de leur vie. Ils ont pleuré. Pas avec des larmes, mais avec les mêmes gémissements gutturaux que Carmen avait entendus dans la cabane. Ils appelaient. Mais personne ne répondait dans leur langage de silence et de douleur. Le système qui les avait sauvés les torturait désormais avec son asepsie et sa solitude. Marcos a été emprisonné, accusé d'homicide. Mais le procès était une mascarade. Son avocat a invoqué un état de incapacité mentale. Un homme qui avait grandi hors du monde ne pouvait être jugé selon les lois du monde. Il a été déclaré irresponsable pénalement. Il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité, un autre enfer, fait de murs blancs, de pilules et de contraintes. Il passait ses journées à regarder un mur. En silence, le sauvage des montagnes, dans une cage. Et Josefina? Son cas était le plus complexe. Était-elle une victime ou une criminelle? Le cerveau ou une folle? Elle a été évaluée par des psychiatres. Les avocats ont débattu à son sujet. Pendant ce temps, elle était enfermée dans une salle de gériatrie du même hôpital que ses enfants et petits-enfants. Carmen est allée la voir une fois. Elle l'a trouvée dans un lit propre, avec des draps bistre blancs. Elle regardait par la fenêtre. « Pourquoi ?» lui a demandé Carmen. C'était la seule question qui importait. Josefina s'est lentement retournée. Elle l'a regardé avec ses yeux vides. « Ils étaient à moi, » a-t-elle dit. « Le monde m'a tout pris. Ma famille, mon honneur. J'ai fondé ma propre famille, une famille que personne ne pouvait m'enlever. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix, seulement la logique écrasante d'une douleur devenue folle. Carmen ne l'a plus jamais revue. L'histoire a bien sûr été divulguée. Pas par le journaliste lâche, mais par les centaines de policiers, médecins et avocats impliqués. Elle est devenue une légende urbaine, une histoire d'horreur pour effrayer les enfants. La mère de la Sierra. La cabane a été brûlée, sur ordre d'un fonctionnaire qui voulait effacer cette tache du paysage. Le temps a passé. 1 an, puis 2. Luce, la petite fille aux jambes cassées, fut la première à mourir. Une pneumonie. Son petit corps n'en pouvait plus. 6 mois plus tard, un autre enfant s'en alla. Une défaillance cardiaque. Il n'était pas fait pour ce monde. Il ne l'avait jamais été. Carmen continua son travail, mais quelque chose en elle s'était brisé. Sa foi dans le système. La conviction que le bien triomphe toujours. Chaque fois qu'elle remplissait un formulaire, elle voyait le visage souriant du procureur. Chaque fois qu'elle recevait un appel anonyme, elle sentait le froid de la cabane. Un jour, elle a reçu un appel de l'hôpital psychiatrique. C'était à propos de Marcos. Il était mort. Il s'était pendu dans sa cellule avec un morceau de son propre drap. Le dernier appel eut lieu 1 an plus tard. Il provenait de l'hôpital général. Josefina était morte dans son sommeil, de vieillesse, dans un lit propre. Il n'en restait plus qu'un. Angel, celui qui avait l'étincelle. Contre toute attente, il avait survécu. Il fut transféré dans un établissement spécialisé pour enfants atteints de handicap sévère. Carmen alla le voir une dernière fois, des années plus tard. C'était un jeune homme de presque 20 ans, prisonnier du corps d'un enfant. Il était dans un fauteuil roulant, regardant un jardin. L'une des soignantes a dit à Carmen quelque chose d'incroyable. « Il aime la musique », lui a-t-elle dit. « Il ne peut pas parler, il ne peut pas beaucoup bouger. Mais quand nous mettons de la musique classique, il reste très calme. Et parfois,
Parfois, il pleure. Carmen s'approcha de lui. Elle s'agenouilla à ses côtés. « Angel, » murmura-t-elle. Il ne se retourna pas. Mais ses doigts, longs et déformés, se crispèrent sur la couverture, et une seule larme roula sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, ni de joie. C'était une larme d'humanité, une humanité qui avait survécu à l'enfer, à l'inceste, à l'obscurité, à l'indifférence du système. Une petite étincelle qui refusait de s'éteindre. Et dans cette larme, Carmen trouva, sinon la paix, du moins une raison de continuer à se lever chaque matin. La justice n'est jamais arrivée dans la Sierra de Durango. La loi a échoué. La société a échoué. Mais dans un coin oublié d'une institution oubliée, une petite âme écoutait Mozart. Et cela, peut-être, était une forme de victoire. La seule possible. Je suis Matteo Del Valle, et rendez-vous dans la prochaine réalité interdite.